Mon père m'a appelé à 1h30 du matin. Demain, tu peux te joindre à la famille de la fiancée de ton frère pour le dîner, mais garde la bouche fermée. J'ai demandé pourquoi. Maman a lâché sèchement, son père est juge. Ne nous fais pas honte, tu le fais toujours. J'ai souri, compris. Pendant le toast, le juge s'est soudainement arrêté juste devant moi. Bonjour, je suis surpris de vous voir ici. Qui êtes-vous pour eux? La pièce est devenue d'un silence de mort. Je m'appelle Emily Carter et j'ai 33 ans. Et en ce moment, un juge fédéral se tient au bout de la table à manger de ma mère avec une flûte de champagne à la main, portant un toast qui était censé concerner les fiançailles de mon frère, mais qui s'est transformé en mon contre-interrogatoire à la place. Il vient de s'arrêter de marcher juste devant ma chaise, et chaque conversation dans la pièce s'est refermée d'un coup sec comme une porte. Il y a une minute, il parlait de la famille et de l'honnêteté et de la façon dont la confiance est le fondement de tout. Ma mère rayonnait. Mon frère souriait de toutes ses dents. Sa fiancée le regardait comme s'il avait décroché la lune. Maintenant, le juge me regarde de haut et dit de cette voix calme de tribunal qui porte jusqu'à la cuisine, « Je dois dire que je suis surpris de vous voir ici. » Ses yeux ne bougent pas. Il reste verrouillé sur les miens. Puis il pose la seule question qui déchire l'histoire de ma famille en deux, « Qui êtes-vous pour eux exactement ?» La pièce se fige. Les fourchettes s'arrêtent à mi-chemin des bouches. Même l'air semble retenir son souffle. Ma mère laisse échapper ce petit rire aigu et essaie d'intervenir avec une phrase habile sur le fait que je suis sa fille qui fait un simple travail de bureau dans la ville. Mais le juge ne la regarde pas. Il m'observe toujours comme s'il connaissait déjà la réponse et voulait juste voir si j'allais mentir. Et sous ce regard, mon cerveau fait un retour en arrière à 1h30 ce matin, quand mon téléphone s'est allumé sur ma table de nuit et que mon père a dit « Demain, tu peux venir dîner avec les futurs beaux-parents de ton frère, mais garde la bouche fermée. » Et la voix de ma mère est intervenue. Tranchante, en arrière-plan, son père est un juge fédéral. Ne nous fais pas honte comme tu le fais toujours. J'ai dit, compris, et j'ai pensé que je pourrais m'effacer pour une nuit de plus. Maintenant, l'homme même qu'ils étaient si désespérés d'impressionner attend ma réponse. Et je sais que ce que je vais dire ensuite maintiendra leur château de mensonges debout ou le réduira en cendres. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pour comprendre comment j'ai fini par être la fille que mes propres parents avaient peur de revendiquer devant un juge, vous devez comprendre le test de la cheminée. C'est comme ça que j'ai commencé à l'appeler dans ma tête quand j'avais 7 ans, debout dans notre salon à Maple Grove, dans l'Indiana, fixant l'étagère au-dessus de la cheminée. Il y avait 6 photos encadrées là-haut, 5 de mon petit frère à différents âges dans différents uniformes. Thé-ball, football, église, spectacle de Noël, fête d'anniversaire avec un sourire barbouillé de glaçage, et une de moi. Une photo d'école figée où mes dents de devant étaient trop grandes pour mon visage. Ma photo était coincée derrière un gros ange en céramique et une fausse plante de lierre. Il fallait se pencher vers la gauche et tendre le cou pour ne serait-ce que voir mes yeux. Ce jour-là, j'ai traîné une chaise de salle à manger, j'ai grimpé et j'ai fait glisser ma propre photo de derrière les feuilles. Je l'ai mise en plein centre entre deux de mon frère. Puis je suis descendu et j'ai attendu. Le lendemain après-midi, quand je suis rentré de l'école, la chaise était de retour à la table et ma photo était de retour derrière le lierre. Ce fut le premier test de la cheminée. Après cela, j'ai arrêté de déplacer la photo et j'ai commencé à me déplacer moi-même. Chaque fois que ma mère m'effaçait, j'augmentais les enjeux. Quand mon frère est entré dans l'équipe des étoiles, je me suis dit que si je rentrais à la maison avec des notes parfaites, ma photo sortirait peut-être de derrière la plante lorsqu'il frapperait un double gagnant. J'ai décidé que si je devenais la meilleure élève de ma promotion, ma mère se vanterait peut-être de moi à quelqu'un, à n'importe qui. Au lieu de cela, j'ai obtenu mon diplôme 2e de ma classe, et ma mère a raté la cérémonie pour s'asseoir sur des gradins en métal, regardant mon frère chauffer le banc pour un match éliminatoire régional. Elle a appelé plus tard et a dit qu'il l'avait presque fait entrer, comme si c'était le vrai grand titre. J'ai pris ma bourse d'études complète pour l'université Northwestern, j'ai tout emballé dans ma voiture rouillée, et j'ai conduit les 3 heures jusqu'à Chicago avec le câlin de mon père toujours raide sur mes épaules et les mots d'adieu de ma mère dans mon oreille, ne te fais pas des idées. Au-dessus de ton éducation. À l'université, je suis tombée amoureuse des mots, des archives et de l'adrénaline que l'on ressent quand on met au jour quelque chose que les personnes au pouvoir espéraient garder secret.
Je suis devenu l'enfant qui restait dans la salle de rédaction étudiante jusqu'à 3h00 du matin à chasser des pistes pour des histoires dont personne ne pensait qu'elles avaient de l'importance jusqu'à ce qu'elles explosent en première page. Après l'obtention de mon diplôme, je me suis battu pour obtenir un emploi de premier échelon dans un journal de Chicago, The Herald, où j'allais chercher des cafés et vérifier les faits dans les articles des autres journalistes jusqu'à ce que quelqu'un me laisse enfin poursuivre mon propre article sur un propriétaire qui laissait des enfants vivre avec de la moisissure et des rats. Cette histoire a conduit à des inspections, des amendes et un « tu as bien fait » de réticent de la part de mon rédacteur en chef. J'ai appelé ma mère ce soir-là, impatiente de le lui dire. Elle m'a coupé avant que je finisse la première phrase et a demandé si j'avais entendu combien de points mon frère avait marqué lors de son match de ligue amateur. J'ai quand même essayé le test de la cheminée à distance. Chaque promotion, chaque prix, chaque augmentation de salaire. Je pensais que peut-être cette fois elle me verrait. Peut-être que cette fois, elle mettrait ma photo là où les gens pourraient vraiment la trouver. Au lieu de cela, elle a dit aux voisins que j'avais abandonné l'école parce que la ville avait une mauvaise influence et que je faisais un petit travail de bureau pour joindre les deux bouts. Elle n'a jamais précisé quel bureau parce que cela restait assez vague pour qu'elle puisse le manipuler comme elle le voulait. Je le sais parce qu'à un repas d'action de grâce, j'étais assise dans la cuisine en train de resservir du café pendant que la femme d'en face demandait à ma mère si je luttais toujours contre ce truc de dépression. Je n'avais jamais été diagnostiqué de quoi que ce soit. Ma mère a juste levé les yeux de cette manière tragique et a dit « Elle est très secrète. Nous n'en parlons pas. » J'ai frotté la même tache de café pendant 3 minutes entières pour ne pas entrer et crier. Au lieu de cela, j'ai continué à conduire pour rentrer pour les vacances, j'ai continué à appeler tous les dimanches, j'ai continué à envoyer des cartes d'anniversaire avec de petits mots que ma mère n'a jamais mentionnés. J'étais l'enfant qui continuait à passer le test de la cheminée avec toute ma vie, espérant qu'un jour je rentrerais à la maison et verrais mon propre visage au centre, espérant que l'amour finirait par l'emporter sur l'histoire que ma mère préférait. Laissez-moi vous parler de mon frère et de l'histoire que ma mère a construite autour de lui comme une vitrine en verre. Mon frère Ryan a 4 ans de moins que moi. Un grand sourire, un rire facile, le genre d'homme que les étrangers décrivent comme un bon gars après l'avoir connu 5 minutes. Il vend des voitures d'occasion sur un grand parking près de l'autoroute à l'extérieur d'Indianapolis. Il n'y a rien de mal à cela. C'est un travail honnête. Mais dans la bouche de ma mère, cela se transforme en quelque chose d'entièrement différent. À l'entendre, il est directeur régional des ventes pour un grand groupe automobile et est sur le point d'être promu au siège. Elle dit aux dames de l'église qu'il dirige des dizaines de personnes et qu'il est envoyé en avion à des conférences. Mon moment préféré a été la fois où elle a dit à son club de lecture qu'il avait conclu un contrat de flotte de plusieurs millions d'euros avec l'État. Je ne l'ai découvert que parce que l'une de ces femmes m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point je devais être fier de mon petit frère. Pendant ce temps, Ryan vit toujours à 15 minutes de la maison de notre enfance, à un superviseur qui planifie ses horaires et m'envoie des messages pour me demander si je connais quelqu'un qui a besoin d'un monospace correct. La première fois que j'ai entendu ma mère gonfler son titre devant moi, j'ai ri parce que je pensais que c'était une blague. Maman, ce n'est pas son travail. Il est vendeur. Elle m'a lancé ce regard et a dit, cela sonne mieux comme ça. Pourquoi dois-tu toujours être si négative? Lentement, j'ai compris que pour elle, le problème n'était pas de savoir ce qui était vrai. C'était ce qui sonnait bien, et rien dans ma vie ne correspondait à l'image qu'elle voulait afficher. Je n'ai ni mari ni enfant. Je vis dans un appartement d'une chambre en ville avec un ficus mourant et une pile de carnets de journalistes sur le comptoir. Mon travail de journaliste d'investigation implique de longues heures, des audiences publiques et des fouilles dans le genre de secret que les gens polis font semblant de ne pas voir. Il n'y a aucun moyen de transformer cela en quelque chose qui vous donne l'air d'être la parfaite mère de petite ville. Alors, elle a inventé autre chose. Elle a créé un compte sur les réseaux sociaux qui aurait tout aussi bien pu s'appeler Mère du Soleil Doré. Photo après photo de Ryan en costume lors d'un événement chez le concessionnaire. Ryan tenant une plaque avec un prix de vente. Ryan faisant griller des hamburgers dans notre jardin pendant qu'elle écrivait des légendes sur la dureté de son travail pour son équipe. J'ai fait défiler plus de 2 ans de publication un soir alors que j'étais assise seule sur mon canapé après avoir soumis un article sur la corruption dans le département du logement de la ville. Je venais d'apprendre que mon reportage était nominé pour un prix national. Mon nom n'est pas apparu une seule fois sur sa page, pas même en arrière-plan d'une photo de Noël. Juste mon coude coupé hors du cadre ici et là. Sur une faible impulsion,
J'ai appuyé sur un cœur sur l'une des publications et j'ai commenté « J'adore le voir heureux ». Elle a supprimé le commentaire dans l'heure. La seule raison pour laquelle je le sais, c'est parce que j'ai vérifié à nouveau dans un moment de dégoût de moi-même et je n'ai rien trouvé. C'était comme si j'avais essayé d'entrer dans la photo et qu'elle m'avait doucement repoussé vers l'extérieur. L'année dernière, mon journal m'a donné le feu vert pour creuser dans une série de fusillades policières dans une ville voisine. J'ai passé 8 mois plongé dans des images de caméras corporelles, des transcriptions de tribunaux et des demandes de dossiers. J'ai assisté à chaque journée d'un procès civil où la famille d'un adolescent poursuivait le département. Le juge fédéral chargé de cette affaire était le même homme qui se tiendrait plus tard dans la salle à manger de ma mère. À l'époque, il n'était que la silhouette très concentrée dans une robe noire à l'avant de la salle d'audience. Mais il m'a remarqué. Il m'a regardé prendre des notes, m'a regardé attendre dans le couloir les avocats et les familles. Après le verdict, il a pris la parole dans un panel sur la justice pénale, et mon rédacteur en chef m'a fait le couvrir. Lorsque la salle s'est vidée, il m'a arrêté à sa sortie et a dit « Mademoiselle Carter, votre série de reportages était l'un des travaux journalistiques les plus approfondis que j'ai vus sur cette question. Il faut du courage pour exposer un système comme celui-là à la lumière. » Puis il m'a serré la main et a continué à marcher. Je suis resté là, serrant mon carnet comme si c'était une encre, voulant appeler ma mère et lui dire qu'un juge fédéral venait de louer mon travail. Je ne l'ai pas fait. La dernière fois que j'avais essayé de lui parler d'un article important, elle m'avait répondu « Chérie, personne ne veut t'entendre parler de toutes ces choses déprimantes. » Bref, je t'ai dit que Ryan allait peut-être avoir une voiture de fonction. J'ai donc rangé ce compliment dans le même endroit calme où je gardais chaque victoire qu'elle ne voulait pas voir, n'imaginant jamais que le juge et ma famille entreraient en collision autour de la même table à manger. L'appel est venu un mardi soir ou techniquement mercredi matin car mon téléphone s'est allumé sur la table de nuit à 1.30 et pendant une seconde, j'étais sûr que quelqu'un était mort. Personne n'appelle à cette heure-là pour de bonnes nouvelles. Je l'ai porté maladroitement à mon oreille et j'ai vu le nom de mon père. Ces appels sont assez rares en plein jour. À ce moment-là, cela ressemblait à une urgence. « Papa, que se passe-t-il? Tout le monde va bien ?» Je me suis assis si vite que mon cœur battait déjà la chamade. Sa voix est venue, basse et prudente, comme s'il lisait un scénario et ne voulait pas que quiconque l'entende gâcher sa réplique. « Et M, ton frère et sa fiancée reçoivent ses parents à dîner vendredi. Ta mère dit que tu peux venir. Pas tu devrais. Pas nous voulons que tu sois là. » J'ai expiré et j'ai essayé de ralentir l'adrénaline. « D'accord, bien sûr. Je peux faire le trajet après le travail. » Puis, en arrière-plan, j'ai entendu le ton de ma mère, tranchant même à travers le haut-parleur. « Tu lui as dit? Tu lui as dit ?» Mon père s'est raclé la gorge. « Ta mère veut que tu comprennes quelques petites choses. Son père est un juge fédéral. C'est une grande soirée pour Ryan. Nous voulons faire bonne impression. » La voix de ma mère est intervenue de toutes ses forces. « Émilie, tu peux venir, mais tu dois garder la bouche fermée sur ton travail. Tu me comprends? » J'ai fixé le plafond sombre comme s'il pouvait me donner de la patience. « Pourquoi? » Parce que ce dîner concerne ton frère, pas toi. Tu as ce truc de journaliste et tes histoires contrarient les gens. Je ne veux rien de tout cela à ma table. Dis-leur juste que tu travailles dans un bureau à Chicago. N'entre pas dans les détails. Tu sais comment tu es. Je savais exactement comment j'étais. J'étais l'enfant à qui on disait de faire une scène à chaque fois que je faisais quelque chose qui ne pouvait pas être transformé en une vantardise au sujet de mon frère. Même quand j'avais 6 ans, cette scène était aussi insignifiante que de parler trop longtemps du livre que je lisais. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents me faisaient mal. Maman, mon travail n'est pas un scandale. C'est ma carrière. C'est ce que je fais. Elle a reniflé comme si je venais de raconter une blague qui l'agaçait. Tu dois toujours rendre les choses difficiles. Ne nous fais pas honte devant des personnes importantes. Tu penses qu'ils veulent t'entendre parler d'histoires de crimes de la ville. C'était là, clairement. Non pas qu'elle était fière et maladroite pour le montrer, mais qu'elle avait honte et voulait que ce soit caché. J'aurais pu me disputer. J'aurais pu dire, tu sais, cette personne importante m'a personnellement remercié pour mes reportages. J'aurais pu dire, j'ai 33 ans et je ne vais pas mentir sur ce que je fais, pour que tu puisses faire semblant que je suis plus insignifiante que je ne le suis. Au lieu de cela, je suis resté là dans le noir,
les délais du matin tournant déjà dans mon cerveau, et je me suis entendu dire « Très bien ». Mon père a poussé ce soupir de soulagement et a dit « On se voit vendredi, ma grande ». Comme s'il venait d'esquiver une bombe. Quand la ligne a été coupée, je me suis roulé sur le dos et j'ai fixé la fissure très fine au plafond de ma chambre. Le test de la cheminée m'avait suivi jusqu'à Chicago, et j'y échouais toujours. Vendredi, j'ai quitté The Herald un peu plus tôt, j'ai troqué mon jean habituel et mon badge de presse contre un jean foncé, un chemisier bleu marine et la veste que j'avais portée sur scène la nuit où j'avais accepté ce prix national pour la série sur les fusillades policières. Je ne l'avais pas prévu. J'avais tendu la main vers elle par habitude. Mais alors que je glissais mes bras dans les manches, j'ai réalisé pourquoi cela me semblait juste. C'était mon armure. Un rappel silencieux que, quelle que soit l'histoire que ma mère raconterait dans cette maison, je savais qui j'étais vraiment. Le trajet de la ville à Maple Grove dure un peu moins de 3 heures si les dieux de la circulation sont cléments. Des champs de maïs, des panneaux d'affichage, des relais routiers et de longues portions d'autoroute minces comme un fil. D'habitude, je le remplis de balados et de café. Ce jour-là, j'ai conduit en silence, rejouant des années de petites retouches et de mensonges éhontés. La fois où une voisine m'a dit qu'elle était désolée que mon écriture n'ait pas abouti alors que je venais d'être promu. La fois où ma tante m'a serré le bras au repas de fête et a chuchoté, « Ta mère dit que tu luttes toujours, mais nous prions pour toi. » Comme si mon indépendance et ma carrière étaient une maladie qui pourrait se dissiper si je rentrais simplement à la maison et travaillais à la banque. À mi-chemin, je me suis arrêté dans une station-service et je me suis regardé dans le reflet de la vitrine pendant que le réservoir se remplissait. Les pommettes hautes du côté de mon père, les yeux gris de ma mère, la veste posée sur mes épaules comme un secret. J'ai essayé de m'imaginer entrer dans cette maison et dire « Je refuse. Je ne fais pas ça. » Puis j'ai entendu le rire de mon frère résonner depuis un millier d'après-midi d'enfance quand je lui faisais la lecture pendant qu'il coloriait à mes pieds. Et j'ai pensé, un dîner tranquille. C'est tout ce que cela doit être. Je peux ravaler ma fierté pour une nuit afin de lui faciliter les choses. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que cela ne resterait pas mon secret bien longtemps. Je me suis garé dans l'allée de mes parents 1 heure avant l'arrivée prévue de qui que ce soit d'autre. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle était depuis que j'étais adolescente. Les mêmes volets, les mêmes carillons éoliens, la même couronne que ma mère changeait à chaque saison comme un décor de théâtre. Elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Les cheveux laqués en place, le rouge à lèvres parfait, les yeux m'examinant déjà de la tête aux pieds pour voir si je correspondais à l'histoire qu'elle prévoyait de vendre. « Tu es en avance », a-t-elle dit. Pas un bonjour ni un câlin. Alors entre. Nous devons passer en revue quelques petites choses. Elle se déplaçait dans la maison comme un metteur en scène fixant des repères, gesticulant vers les chaises, les verres, les assiettes. Elle s'assiera ici, ses parents là, ton frère en bout de table. Je serai ici. Tu peux t'asseoir là-bas. Elle a pointé du doigt le coin le plus éloigné de la longue table où un simple marque-place à mon nom attendait tranquillement loin du centre. J'ai presque ri parce que bien sûr, même la géométrie du dîner me gardait sur le bord. Maman, ai-je dit, en essayant au moins. Vas-tu vraiment me présenter comme quelqu'un qui fait un travail de bureau générique? Dans le salon, mon père était assis dans son fauteuil inclinable, le journal local levé, les yeux rivés sur la section sportive. Comme si, en ne levant pas les yeux, il ne pouvait pas être entraîné dans une dispute. Je me suis souvenu avoir 8 ans et lui avoir demandé une fois pourquoi ma mère ne parlait jamais de mes trophées de concours d'orthographe. Il m'avait tapoté le genou sans quitter la télévision des yeux et m'avait dit « Ta mère s'emballe. Laisse-la parler. » 30 secondes plus tard, elle était entrée et avait commencé un autre monologue sur le bras de lanceur de mon frère, et le souvenir s'est replié sur le présent comme du papier calque. La sonnette a retenti et a fait basculer la maison en mode représentation. La fiancée de mon frère est entrée la première. Mégane, grande et chaleureuse, avec le genre de visage ouvert qui vous donne l'impression que vous pouvez expirer. Elle a serré ma mère dans ses bras, a embrassé mon frère sur la joue, puis s'est tournée vers moi en tendant la main. « Tu dois être Émilie. Il m'a tellement parlé de toi. Tu vis à Chicago, c'est ça? Que fais-tu là-bas? » Pendant une seconde électrique, je pouvais sentir la réponse sur ma langue, la vérité, les jours au tribunal, les nuits tardives dans la salle de rédaction, avant même de pouvoir ouvrir la bouche. Ma mère a semblé se matérialiser à mon épaule, ses ongles frôlant mon bras juste assez pour pincer.
Émilie fait juste du travail administratif pour un petit bureau en centre-ville, a-t-elle dit. Rien de passionnant. Maintenant, laisse-moi voir cette bague. Elle a passé son bras dans celui de Meghan et l'a dirigé vers la cuisine, sa voix devenant mielleuse alors qu'elle s'extasiait sur le modeste diamant. Meghan m'a regardé une fois par-dessus son épaule, les yeux m'étudiant comme si elle pouvait sentir la couture où la phrase de ma mère ne correspondait pas tout à fait à ma posture. La deuxième sonnette a retenti pile à l'heure. Mon frère s'est tenu plus droit. Ma mère a lissé son chemisier et a ouvert la porte avec une intensité qu'elle réserve aux personnes extérieures. Le juge et sa femme sont entrés. Il était plus grand qu'il n'y paraissait derrière le banc. Cheveux argentés, regard délibéré. Sa femme Diane avait la présence posée de quelqu'un qui a passé sa vie d'adulte à être présenté comme madame et a quand même gardé sa propre opinion. Ma mère s'est lancée dans des poignées de main et des compliments. Tellement honorée de vous avoir. Entrez. Bienvenue dans notre maison. Voici notre fils, Ryan. Elle a posé ses deux mains sur les épaules de mon frère comme pour présenter un prix. Ryan a serré la main du juge avec ce charme qui lui a toujours été facile. J'ai vu le juge le jauger, poli, neutre. Puis ma mère s'est tournée vers moi, son ton changeant presque imperceptiblement, plus léger, plus rapide. Et voici notre fille Émilie. Elle travaille dans un bureau à Chicago. Elle est occupée, mais rien de trop intense. Le juge a pris ma main, sa paume chaude, sa prise ferme, ses yeux fixés sur mon visage, et sont restés là un battement de cœur trop longtemps. Carter, a-t-il dit lentement. Émilie Carter. Il y a eu cette lueur que j'avais vue depuis mon siège dans le public. La façon dont ses sourcils se resserrent quand un fait devant lui ne correspond pas au dossier dans sa tête. Ma mère a ri trop fort. Ils ont fait un si long trajet. Installons tout le monde. Elle a rompu notre poignée de main en le dirigeant vers la table, mais alors qu'il s'éloignait, il a jeté un coup d'œil en arrière vers moi. Pas comme un homme qui pensait que j'avais l'air familière de cette vague façon de l'époque du lycée, mais comme quelqu'un qui fait défiler un fichier mental. Le dîner a commencé avec ma mère aux commandes absolues. Elle a versé le vin, a remis du pain et a raconté les prétendues réalisations de mon frère dans un flux continu. Il nous parle toujours des gros comptes qu'il gère. Mon père, depuis son fauteuil, n'a rien dit, il s'est juste déplacé vers sa chaise à l'autre bout et s'est concentré sur le rôti. Chaque fois que j'élevais la voix, même pour dire quelque chose d'innocent comme « cette vinaigrette est vraiment bonne », maman ou le porc est cuit à la perfection, elle glissait quelque chose devant moi pour m'éloigner de la conversation. Émilie, tu veux bien aller chercher plus de glaçons? Émilie, pourrais-tu vérifier les petits pains? Et M, pourquoi n'irais-tu pas voir si le café est prêt? Le juge observait tout cela. Sa femme observait d'encore plus près. J'ai surpris Diane en train de remarquer la façon dont ma mère redirigeait chaque question qui dérivait dans ma direction. Quand Meghan a réessayé avec « Alors, Émilie, tu aimes vivre en ville ?» J'ai commencé « J'adore Chicago. Mon bureau est près d'eux. » Et ma mère s'est lancée par-dessus moi avec « En parlant de ville. » Vous avons-nous dit que Ryan allait peut-être aller à Dallas pour une conférence? Mes mots sont morts au milieu de la phrase. Le regard du juge s'est aiguisé d'une fraction. Diane a posé sa fourchette avec un léger clic. Le brouhaha de la table a continué. Mais en dessous, quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans la façon dont les questions du juge commençaient à m'encercler plus directement, dans la façon dont le rire de ma mère devenait plus mince à chaque fois qu'elle les repoussait. La soirée entière commençait à ressembler au test de la cheminée avec des témoins. Le changement s'est produit lorsque le juge a soulevé son verre et l'a tapoté avec son couteau. Le tintement clair a coupé l'histoire de ma mère sur les derniers chiffres de vente de Ryan et a fait lever toutes les têtes. Si je puis me permettre, a-t-il dit. J'aimerais dire quelques mots. Ma mère a pratiquement étincelé. C'était ce qu'elle cherchait à obtenir depuis que le premier marque-place avait été écrit. Bien sûr, a-t-elle dit. Nous serions honorés. Il s'est levé, a boutonné sa veste de cette manière exercée qu'ont les personnes au pouvoir, et a commencé à parler de famille et de caractère et de ce que cela signifie de faire confiance aux personnes à qui vous êtes sur le point d'unir votre vie. Il s'est d'abord adressé à Meghan, lui disant qu'elle avait toujours eu un talent pour voir les gens clairement, que c'était un don, puis à mon frère, disant « Je crois autant aux deuxièmes impressions qu'aux premières ». Ce dîner était censé nous permettre de nous voir. Mon frère a souri comme s'il venait de réussir un examen.
La main de ma mère a trouvé celle de mon père sous la table. Il est resté rigide, la laissant lui serrer les doigts comme elle le faisait toujours quand elle voulait qu'il se montre d'un grand soutien. Puis le juge a commencé à marcher lentement autour du côté le plus éloigné de la table pendant qu'il parlait. Une vieille habitude de ses jours au tribunal, s'adresser au jury, établir un contact visuel avec chaque personne. Lorsqu'il a atteint mon coin, il s'est arrêté, s'est tourné complètement vers moi et a laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour que tous les yeux le suivent. Je dois dire, a-t-il répété, et cette fois il a laissé s'installer le poids de ses mots. Je suis surpris de vous voir ici. Ma mère est intervenue avec sa voix enjouée. Oh, Émilie est très secrète, mais elle est ravie pour son frère. Nous sommes tous simplement si heureux. Il ne lui a même pas jeté un regard. Son regard est resté fixé sur moi. Qui êtes-vous pour eux exactement, a-t-il demandé. Pas de manière méchante, mais avec la curiosité précise d'un homme qui connaissait déjà les grandes lignes et me donnait l'occasion de remplir les blancs. Mon cœur a cogné contre mes côtes. L'espace d'un battement de cœur, j'ai envisagé de faire ce que ma mère avait demandé, me recroqueviller, sourire, répéter sa phrase sur le travail de bureau et laisser passer le moment. Mais je me suis souvenu de la façon dont il avait dit Mademoiselle Carter dans ce couloir de tribunal des mois auparavant. Je me suis souvenu de la pile d'articles avec ma signature étalée sur le bureau de mon rédacteur en chef. Je me suis souvenu de la façon dont mon propre nom n'avait jamais franchi les lèvres de ma mère en ligne. Le silence qui a suivi avait une texture différente de la pause gênante habituelle. C'était dense, chargé. La chaise de ma mère a raclé d'un pouce. Vous savez, a-t-elle dit avec un rire crispé. Émilie s'amuse un peu avec l'écriture, mais en réalité elle fait juste un travail de bureau. Le juge a finalement tourné la tête vers elle, son expression vide de cette manière qui dit tout. Madame Carter, m'a-t-il dit. Votre série sur les fusillades de la police de Southport était l'un des travaux journalistiques les plus importants que j'ai vus dans mon tribunal. Vos reportages ont été cités dans 3 dossiers de mon affaire. J'ai regardé le visage de ma mère se fissurer comme de la glace fine. Diane a pris une forte inspiration. Megan l'a regardé puis m'a regardé, les yeux écarquillés. Mon père nous a dit que votre fille faisait du travail de bureau, a dit Diane lentement, d'une voix égale mais froide. Rien à propos d'enquête en première page. Ma mère a tripoté sa serviette. Je ne voulais pas faire d'histoire, a-t-elle dit. Émilie n'aime pas l'attention. Je ne voulais pas lui mettre la pression. Megan s'est complètement tournée vers mon frère. Est-ce vrai? A-t-elle demandé. Tu ne m'as jamais dit que ta sœur était cette Émilie Carter, celle dont nous lisons les articles en classe. Elle est la raison pour laquelle nous avons parlé de cette affaire dans mon programme de soins infirmiers. Mon frère a dégluti, le visage tacheté. Maman ne voulait pas de drame, a-t-il marmonné. C'est sorti tout petit. Le juge l'a regardé. Le drame, c'est quand les gens mentent et doivent ensuite vivre avec les retombées, fils. Ceci est juste la vérité. Il a déplacé son attention vers le bas de la table. Et puisque nous clarifions les titres, quelle est exactement votre position chez le concessionnaire, Ryan? Mon frère a cligné des yeux, surpris. Je suis dans les ventes, a-t-il dit. Ma mère s'est précipitée. Il est manager, pratiquement directeur. Il s'appuie sur lui pour tout, a-t-elle dit comme si la simple insistance pouvait rendre la parole vraie. Mon frère a fixé son assiette. Dis-leur, a dit Megan doucement. Dis le vrai titre sur ta fiche de paie. Chaque muscle du visage de ma mère s'est tendu. Ryan, a-t-elle sifflé. Ne sois pas ingrat. Le juge a levé une paume, ce geste subtil de tribunal qui rappelait à l'ordre des procédures entières. Laissez l'homme répondre, Ryan, a-t-il dit. Mon frère a expiré comme quelqu'un qui lâche un mensonge devenu trop lourd. Je suis associé principal aux ventes, a-t-il dit. Je ne gère personne. La seule chose que je dirige, c'est l'endroit où les gens signent. La pièce a plongé dans un silence encore plus épais qu'auparavant. Megan a repoussé sa chaise lentement, la serviette pliée avec un soin délibéré. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit. Mon frère a tendu la main vers elle. Megan, attends. Ce n'est rien. Maman aime juste que les choses sonnent bien. Elle s'est reculée. Aime que les choses sonnent bien, a-t-elle répété. Ou aime réécrire la réalité parce qu'il y a une différence. Et si tu es resté les bras croisés pendant qu'elle effaçait ta sœur et mentait à mes parents sur vous deux,
j'ai besoin de comprendre ce que cela dit sur toi. Ma mère l'a interrompu. Les larmes commençaient à couler maintenant. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère aurait fait. Je voulais que vous voyiez notre famille sous son meilleur jour. Diane s'est levée, les pieds de sa chaise grinçant faiblement. Non, a-t-elle dit. N'importe quelle mère pourrait se vanter. N'importe quelle mère pourrait arrondir un détail. Mais ce que vous avez fait, c'est effacer un enfant pour en gonfler un autre et ensuite lui demander de vous aider à le faire. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Mon père a finalement parlé, sa voix rouillée. Elle a raison, a-t-il chuchoté. Tout le monde s'est tourné vers lui comme s'il était un meuble qui s'était soudainement mis à parler. Linda, a-t-il dit à ma mère, tu es allée trop loin. Des larmes coulaient sur les joues de ma mère maintenant. Certaines théâtrales, d'autres provenant d'une véritable terreur de perdre les histoires auxquelles elle s'accrochait depuis des années. J'ai fait ça pour toi, Ryan, a-t-elle dit. Je voulais que tu aies une belle vie, de bonnes opportunités. Qui voudrait se marier dans une famille où la fille sème le trouble et le fils vend des voitures? Megan a laissé échapper un son qui était presque un rire et presque un sanglot. Vous ne pensiez pas qu'un juge fédéral et une infirmière pourraient supporter l'idée que votre fille tienne la police responsable et que votre fils a un travail honnête, a-t-elle demandé. Le juge a fouillé dans sa poche et a sorti une carte. Il a fait les quelques pas jusqu'à mon coin et l'a placée près de mon assiette. Si jamais vous voulez une référence pour un panel ou une bourse, Mademoiselle Carter, a-t-il dit, vous avez mon numéro. À ce moment-là, le monde de ma mère a finalement basculé. L'homme qu'elle avait désespérément essayé d'impressionner ne regardait pas son fils en or ou sa décoration de table soigneusement arrangée. Il regardait la fille qu'elle avait fait de son mieux pour prétendre qu'elle ne comptait pas. Megan s'est redressée, s'est essuyé les yeux et a regardé mon frère. Je ne peux pas me marier dans ces conditions, a-t-elle dit. Pas à moins que quelque chose ne change radicalement. J'annule les fiançailles. Elle a retiré la bague et l'a posée soigneusement sur le chemin de table devant lui. Le gémissement de ma mère a traversé la pièce. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle pleuré. Tu ne peux pas gâcher sa vie parce que sa sœur voulait un moment sous les projecteurs. Je me suis levé lentement, plaçant ma serviette à côté de mon assiette avec un calme délibéré. Je ne voulais pas être sous les projecteurs, ai-je dit. Je voulais une place à la table de ma propre famille où je n'avais pas à mentir sur qui je suis. Le juge et Diane se sont dirigés vers l'entrée. Megan les a suivis, s'arrêtant seulement pour me regarder. Merci d'avoir dit la vérité, a-t-elle dit. Mon frère m'a regardé, les yeux fous. Tu viens de tout détruire, a-t-il dit, la voix brisée. Non, ai-je répondu. Je refuse simplement de continuer à aider maman à me détruire. Puis je me suis tourné vers ma mère. Je t'aime, mais c'est la dernière nuit où je me ferai toute petite pour que tu puisses te sentir grande. Si tu veux que je fasse partie de ta vie, ce sera comme je suis, pas comme une version terne que tu trouves acceptable. Elle a tressailli comme si les mots avaient atterri physiquement. Mon père a baissé la tête. Le juge a tenu la porte pour sa femme et sa future ex-future belle-fille, et j'ai ramassé ma veste sur le dossier de ma chaise et je suis sorti de la maison dans laquelle j'ai grandi sans attendre que quelqu'un me rappelle. Le trajet de retour à Chicago cette nuit-là fut d'un calme des plus étranges. Pas le silence engourdi que j'avais l'habitude de ressentir après les fêtes de famille où j'avais souri, ravalé ma fierté et conduit pour rentrer chez moi avec un mal de tête. C'était le silence après qu'un bâtiment a finalement été condamné et démoli. Vous pouvez toujours voir les contours de ce qui s'y dressait, mais l'air semble plus pur sans le poids de celui-ci. Mes mains tremblaient sur le volant une fois que j'ai atteint l'autoroute. Toute l'adrénaline que j'avais refoulée à table obtenait enfin la permission de traverser mon corps. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai repassé chaque instant à la place. L'expression sur le visage de Megan quand elle a réalisé qui j'étais. La façon dont la voix du juge était restée douce mais inébranlable. La fissure dans la voix de mon père quand il a finalement dit à ma mère qu'elle était allée trop loin. Je me suis garé dans le garage de mon appartement près de minuit, j'ai verrouillé la voiture et j'ai monté mon sac de voyage sans vérifier mon téléphone. Il est resté face contre terre sur le comptoir jusqu'au matin où le café et la lumière du jour m'ont donné l'impression qu'il était assez sûr de le retourner. 12 messages non lus ont éclairé l'écran. Ma mère, dans un flux rapide depuis la fin de la soirée, tu as détruit l'avenir de ton frère. Megan est partie avec eux. Le juge ne nous pardonnera jamais. J'espère que cette carrière que tu aimes tant te tiendra chaud quand tu seras seul. Mon frère, plus dispersé,
pourquoi ne pouvais-tu pas juste dire que tu travaillais dans un bureau? C'était un seul dîner. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Puis un dernier qui m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre, il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Mon père en avait envoyé un à l'aube. Je suis désolé, et aime. C'était tout ce qu'il disait. 3 mots, c'était plus que ce que je l'avais jamais entendu m'offrir en personne. Puis il y a eu un numéro que je ne connaissais pas avec un indicatif régional de chez moi. Salut Émilie, c'est Megan. Je suis tellement désolé pour la nuit dernière. Je n'avais aucune idée de ce que ta mère avait dit à mes parents sur toi. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on se voie pour prendre un café quand je repasserai par la ville. Je veux entendre ta version sans que personne ne la censure. J'ai fixé ce message le plus longtemps, quelque chose dans ma poitrine se desserrant pour la première fois depuis des heures. Nous nous sommes rencontrés 2 semaines plus tard dans un café près de mon bureau. Elle est arrivée en jean et en sweatshirt avec les cheveux en chignon décoiffés, ressemblant plus à une étudiante de 3e cycle qu'à la femme posée du dîner. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit, les mains enroulées autour de sa tasse. Ma mère a dit à tes parents que j'étais instable. Le savais-tu, ai-je demandé sans préambule. Elle a grimacé. Elle a sous-entendu que tu avais des problèmes et que tu n'étais pas proche de la famille. Elle a dit que la ville t'avait changé et qu'il valait mieux ne pas aborder de sujets compliqués avec toi. Mon père s'attendait à voir quelqu'un de fragile ou d'imprévisible à cette table. Au lieu de cela, il a vu la femme dont il citait les articles à ses greffiers. Ryan a admis plus tard qu'il était au courant des mensonges, pas de tous les détails, mais de l'essentiel. Il a haussé les épaules en disant que c'était juste comme ça qu'est ta mère. J'ai laissé les mots atterrir. Cette phrase, ai-je dit, c'est ainsi que les mauvais comportements restent collés dans les familles pendant des générations. Juste comme ils sont. C'est le haussement d'épaule le plus dangereux au monde. Megan a hoché la tête, les yeux brillants. Je ne dis pas que Ryan est diabolique, a-t-elle dit. Mais il a laissé ta mère se cacher derrière lui pendant des années et il a été prêt à te laisser en payer le prix. Je lui ai demandé si elle en avait vraiment fini avec les fiançailles. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je lui ai dit que j'envisagerais d'essayer à nouveau s'il faisait un vrai travail. Thérapie, fixer des limites, assumer sa part, a-t-elle dit. Mais je lui ai aussi dit que je ne l'épouserais pas à moins qu'il ne puisse tenir tête à sa mère sans te demander de mentir pour lui. 1 mois plus tard, il m'a appelé lui-même, la voix rauque. Je commence une thérapie. Il a dit, je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que je ne peux pas continuer à prétendre que maman est inoffensive. Il s'est excusé non pas dans un discours soigné mais en fragments désordonnés. Pour avoir ri quand elle rejetait mes histoires. Pour ne pas avoir dit la vérité à Megan. Pour être resté là à table à avoir l'air plus en colère contre moi que contre les mensonges qui venaient de faire exploser son avenir. Ma mère a fait ce qu'elle fait toujours au début. Elle a gardé le silence pendant 6 semaines. Il n'y a pas eu de message trempé de culpabilité, pas de SMS de groupes passifs agressifs pour les fêtes, juste un silence en provenance de Maple Grove qui n'était pas de mon fait, et qui pour une fois ne ressemblait pas à une punition. Cela ressemblait à un système contraint de s'arrêter et de redémarrer. La première rupture s'est manifestée sous la forme d'un court SMS. Tu me manques. Aucune accusation, aucune condition. J'ai attendu un jour, puis j'ai répondu, tu me manques aussi, mais je ne reviendrai pas dans ta maison selon les anciennes règles. Si tu veux que j'y sois, ce doit être en tant que ta fille, la journaliste, pas la fille imaginaire du bureau. Elle n'a pas répondu tout de suite. Pendant ce temps, la vie a continué. J'ai couvert une autre affaire. J'ai dîné chez le juge avec lui et Diane quand ils m'ont invité pour ce qu'ils ont appelé un repas de famille de rattrapage. Megan est venue aussi, pas comme la fiancée de Ryan, mais comme elle-même. Nous nous sommes assis à une table de cuisine ronde. Pas de place en bout de table, pas de marque-place. Diane m'a passé la salade et à un moment donné a dit, « Émilie, dans cette maison, tu n'as jamais à prétendre être quelqu'un d'autre que qui tu es. » La phrase a frappé plus fort que certaines décisions de justice que j'ai lues. Une déclaration simple qui ressemblait à l'opposé de chaque test de la cheminée que j'avais jamais passé. Environ 3 mois après le dîner, ma mère a appelé un mardi après-midi alors que j'étais à mon bureau en train de revoir des documents. J'ai fixé son nom pendant qu'il vibrait, puis j'ai répondu « Maman ». Une longue respiration, puis une voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue de sa part. « Je ne sais pas comment faire ça », a-t-elle dit.
Mais ton père dit que je devrais essayer de commencer par la vérité. Je voulais que cette nuit nous fasse ressembler à une famille avec laquelle il vaut la peine de se marier. Et j'étais terrifié que s'il savait qui tu es vraiment, il nous estimerait moins. C'est sorti de façon tordue. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissée s'en imprégner. Finalement, elle a dit, « Je suis désolée d'avoir menti à ton sujet. Je suis désolée de t'avoir demandé de te cacher. Je ne comprends pas ton monde. Mais j'aurais dû te demander de l'expliquer au lieu de prétendre qu'il ne comptait pas. » Ce n'étaient pas les grandes excuses publiques dont une partie de moi avait rêvé. Pas elle se levant à l'église et confessant qu'elle m'avait effacé, mais c'était une fissure dans le mur que j'avais cru ne jamais voir bouger. Je lui ai dit, « Je n'accepterai plus qu'on me rende petite. Mais si tu es prête à apprendre une nouvelle façon d'être ma mère, je suis prête à essayer. » Quelques semaines plus tard, je suis retourné à Maple Grove en voiture pour la première fois depuis ce désastre de dîner. Pas de grand événement. Juste un samedi après-midi. Mon père m'a accueilli sur le porche et m'a attiré dans une étreinte maladroite qui a duré 2 secondes de plus que d'habitude. À l'intérieur, la première chose que j'ai remarquée était la cheminée. 6 photos toujours. Mais cette fois, ma photo d'enfance n'était pas derrière le lierre. Elle était en plein centre, à côté de la photo la plus récente de Ryan. La plante avait été déplacée sur le côté, de travers, comme si ma mère n'avait pas trop su quoi en faire. Je suis resté là à regarder ce simple changement et j'ai compris que c'était ce qu'elle pouvait faire de plus proche pour l'instant que de se tenir devant un juge et de dire « j'avais tort ». Plus tard dans la soirée, autour d'un pain de viande à la table de la cuisine, elle a demandé « alors ? Comment un de tes articles passe-t-il d'une idée dans ta tête à la première page ?» C'était une question basique, le genre que n'importe quel parent pourrait lancer paresseusement au cours d'un dîner. Pour moi, cela ressemblait à une porte qui s'ouvre, j'ai répondu étape par étape, et elle a écouté sans changer de sujet, sans rediriger vers Ryan, sans faire passer mon travail pour un passe-temps mignon. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Si vous vous êtes déjà assis à une table où votre propre famille vous a traité comme un figurant dans sa pièce de théâtre, l'amour qui exige que vous rétrécissiez n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. Si quelqu'un a besoin que vous mentiez sur qui vous êtes pour pouvoir se sentir à l'aise, il ne vous protège pas. Il protège l'histoire qu'ils racontent sur eux-mêmes. La nuit où le juge s'est tenu devant moi et a demandé qui j'étais pour ma propre famille, j'ai cru que je pourrais perdre ma mère pour de bon si je répondais honnêtement. Ce que j'ai perdu à la place, c'est le rôle dans lequel elle m'avait placé. La fille invisible qui se tait pour que l'enfant en or puisse briller. Les rôles peuvent être redistribués. Les limites ne sont pas des murs mais des portes. Et vous décidez qui les franchit. Si vous êtes assis à une table en ce moment dans votre propre vie où le prix d'entrée est de vous faire tout petit, demandez-vous qui vous a appris que c'était le prix de l'appartenance et s'ils ont vraiment gagné autant de pouvoir sur vous. Et si vous pouviez dire une seule phrase à la personne qui a essayé de vous rendre petit, quelle serait-elle ? J'espère que vous l'écrirez quelque part, même s'ils ne l'entendent jamais.